L'impôt des milliardaires qui vient d'être passé au crible par l'IPP, l'Institut des politiques publiques. Résultat, des taux d'imposition réels, effectifs, des ultra-riches qui s'élèvent à seulement 26%, un taux qui est plus faible que le reste de la population. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. La conclusion de cette étude, qui est quand même assez explosive comme étude, c'est qu'on a 75 milliardaires français qui sont moins imposés en pourcentage, bien sûr, pas en montant en euros, que les autres contribuables. Oui, ça comme oui, le message, il est là. Juste souligner que cette étude, elle est assez remarquable quand même, peu importe les conclusions. Après, on peut discuter de la politique économique, mais le travail qui a été fourni entre les administrations fiscales et l'IPP, l'Institut des politiques publiques, pour arriver à ces conclusions-là, est quasiment une première mondiale. Je crois qu'il y a la Suède et il me semble la Norvège et voire la Nouvelle-Zélande qui ont réussi à faire des choses à peu près équivalentes. Mais c'est étude réalisée à partir de données fournies par le fisc, par... Fisc. Alors, il a fallu réconcilier ce qu'on appelle les appariements, en fait, dans les données, entre les données fiscales issues effectivement des déclarations d'impôt sur le revenu, les données ici des déclarations de patrimoine et les liasses fiscales pour les entreprises, en fait, dans les déclarations d'impôt sur les bénéfices, à réconcilier avec les actionnaires, en fait, parce que c'est cet appariement qui est très difficile. C'est effectivement de retrouver, en fait, avoir une espèce de schéma d'ensemble entre ce qui est du revenu, ce qui est du patrimoine, et dans le patrimoine aussi, la détention des entreprises, qui est mis à part d'habitude. Et c'est là qu'il y a un énorme travail, qu'on sous-estime pas, mais qui va être de tracer quelque part l'ensemble des foyers fiscaux, jusqu'à rentrer dans les millimes, y compris parce qu'on arrive aux 75 milliardaires qui sont identifiés dans ce qu'on appelle les 2 millionièmes, si vous voulez, de la population. D'habitude, quand on raisonne sur les distributions, on parle de déciles, voire de centiles, c'est-à-dire qu'on répartit la population en 100. Là, on rentre presque dans le millionième, ce qui est très intéressant. Une granularité incroyable. Et ça, c'est incroyable parce que ça repose sur des données fiscales, et donc il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'en général, on va parler du 1% ou du 0,1%, mais en fait, il y a une grande différence dans les ménages qui sont les 1% les plus riches. Et là, on va identifier les 0,001%. Alors on dit, ça peut être un procès contre les milliardaires, mais quand même, c'est intéressant dans la réflexion statistique et l'analyse qui en est faite sur la fiscalité de l'identifier. Juste comment on arrive à ce taux faible de 26% de taxation effective des milliardaires? Alors c'est un peu technique, mais il faut s'accrocher un peu, vous allez vous accrocher. En fait, il y a une différence entre le revenu fiscal et le revenu économique. Le revenu fiscal, c'est ce que nous tous... Voilà, faire simple, si vous voulez, le revenu fiscal, c'est 1000 milliards. En France, c'est ce qu'on déclare comme revenu. Revenu issu de notre travail, du patrimoine, parce qu'on touche des dividendes ou des loyers, issu de certaines prestations, c'est 1000 milliards. Sauf que le revenu économique de la comptabilité nationale, c'est 1600 milliards. Donc il manque 600 milliards. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous possédez une entreprise... Ce qui est le cas de ces milliardaires. Ce qui est le cas de ces milliardaires, et que vous distribuez pas vos dividendes, en fait, ça n'apparaît pas dans le revenu. Mais il y a un revenu du capital, qui en fait, vous générez des bénéfices. Oui, mais qui est laissé dans l'entreprise. Mais qui apparaît nulle part, en fait, qui est laissé dans l'entreprise, mais il n'apparaît pas dans le revenu fiscal. Et donc c'est la réconciliation entre le côté fiscal et le côté économique, de dire, en fait, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas 1000 milliards, mais plutôt 1600 milliards, et comment ils se décomposeraient dans la population. Et alors ça change tout, parce que, pour essayer d'être un peu clair, pour en gros 95% de la population, le revenu fiscal et le revenu économique ne changent pas beaucoup. Il y a 10-20% d'écart, vous avez quelques petits patrons, entre guillemets, mais en gros, il y a très peu d'écart. Par contre, si vous prenez les 75 milliardaires, le revenu, le seuil pour entrer là-dedans, fiscal, il est à peu près, je crois, c'est 23 millions d'euros par an de revenu fiscal. Par contre, si vous prenez le revenu économique, c'est plus de 200 millions. Donc vous avez un différentiel de 1 pour 10 entre le revenu économique et le revenu fiscal. Sauf que ces bénéfices versés par les sociétés, que ces milliardaires contrôlent, ne sont pas distribués. Et donc là, ça revient à taxer quelque part, à prendre en compte des bénéfices qui ne sont pas distribués. Ces milliardaires-là, ces bénéfices, puisqu'ils ne sont pas distribués, ils ne sont pas utilisés, ils ne peuvent pas s'en servir. Pourquoi est-ce qu'il faudrait les réintégrer? Alors, moi, c'est la question que je me suis posée en bossant. Oui, alors est-ce que alors il y a deux choses, c'est que ça peut être des mécanismes d'optimisation fiscale. Il reste dans l'entreprise. Oui, mais vous faites des mécanismes d'holding. Et puis il est frappé à la. Le mécanisme d'holding, en fait, vous permet de la filiale remonter à une maison mère, en fait, ses bénéfices.
ou ces dividendes, hein, sans jamais finalement les taxer. Parce que si vous n'en avez pas besoin de ces revenus-là, effectivement, ils ne sont pas distribués et donc ils ne seront jamais taxés. Par contre, ils ont une valeur. Vous avez une valeur économique, c'est-à-dire que la valeur patrimoniale de votre entreprise. Ce que ça montre, c'est que, en réalité, ça veut dire que la conclusion est complexe, hein, parce qu'aucun pays, à part les États-Unis où c'est un peu différent, mais par exemple en Europe, quasiment aucun pays va taxer des revenus non distribués, en réalité. Ben oui. Et donc c'est pour ça, c'est juste en fait un panorama de la fiscalité entre ce qui est du revenu fiscal et du revenu économique. Et donc c'est pour montrer que, en réalité, l'impôt est progressif jusqu'à 99,9%. Et oui. Ça, c'est quand même un point intéressant. Oui. C'est-à-dire que si on regarde les 90%, en gros, si vous êtes dans le seuil des 90%, les 10% les plus riches, vous payez à peu près, sur le taux d'impôt direct, je crois que c'est autour de 30%. D'accord? Donc, dedans, on met l'impôt sur le revenu, la CSG, certaines cotisations, l'ISF, c'est 30%. Si vous montez au 0,1%, vous passez, je crois, à 59%. Donc, en fait, on a une progressivité de l'impôt. C'est-à-dire que le taux de l'impôt moyen payé augmente avec le revenu. Par contre, c'est à partir de ces 0,1% que ça va diminuer, parce que là va rentrer en jeu le fait que c'est au-delà des, on va dire, les 1 millième de la population possèdent des entreprises et des grosses entreprises. Mais même sur les 0,1% des foyers français les plus riches, 38 000 foyers, on a un taux d'imposition effectif qui est de 46%. Donc là, ça va très bien. Ils sont imposés, il y a de la progressivité. Oui. Le vrai problème, il est sur les milliardaires, quelque part. Oui, alors oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a ce décalage, une fois de plus, sur, on va dire, quelques très gros patrimoines ou foyers fiscaux, où en réalité, la fiscalité qui va plus les concerner, c'est l'impôt sur les bénéfices et pas la taxation directe des revenus, en réalité. Parce que si ces bénéfices ne sont pas redistribués, en fait, la fiscalité qui va s'appliquer, c'est l'impôt sur les sociétés bénéfices. À 25%. À 25%. Et alors là, en plus, hein, l'étude, et je rappelle, est faite sur des données, je crois, de 2016, où le taux d'imposition était à 33%. Hein. Aujourd'hui, on est à 25%. Ouais. Donc ça veut dire que, effectivement, quand vous baissez l'impôt sur la société, alors ça peut jouer sur l'attractivité, le fait que des entreprises vont venir s'implanter en France, que vous allez peut-être investir plus, etc. Mais malgré tout, cette baisse de fiscalité bénéficie aussi aux détentionnaires, à ceux qui détiennent ces grosses entreprises. Alors, on prend juste, je crois, dans l'étude, les actionnaires qui ont plus de 10% de l'entreprise, c'est-à-dire que ceux qui peuvent avoir vraiment un impact dans la décision et le contrôle. Ouais. Bon, vous l'avez dit, ce n'est pas un procès, hein, encore une fois, contre les milliardaires. Est-ce que c'est une étude qui est à charge? Est-ce que c'est factuel? Ou est-ce qu'il y a un biais, effectivement, de se dire que taxer les bénéfices non distribués, moi, je trouve que c'est discutable? Oui, c'est discutable, effectivement, c'est discutable. Parce que l'argent n'est pas dans leur poche. Oui. Sauf et si en même temps, holding, le problème, c'est que vous avez une incitation à ne pas les distribuer, du coup. Donc il y a un problème aussi d'équité fiscale. Vous voyez, vous pouvez faire de l'optimisation avec ce système de holding qui permet de transférer ces dividendes vers une holding qui ne seront pas taxés. Aux États-Unis, il y a un système de taxation justement des holdings qui est compliqué. En Europe, il n'est pas possible justement, et c'est ce que dit la note, hein, et qu'il n'y a pas de solution simple à ce problème-là. Et effectivement, la recommandation de politique publique, elle n'est pas si évidente que ça. Hein, alors la question, c'est après, comment on corrige ce phénomène? Et puis deux, on a senti que Bercy a quand même dénoncé, entre guillemets, les limites de cette étude. En disant... Oui, vous l'avez tout à fait souligné. C'est-à-dire que d'abord, il y a une progressivité de l'impôt jusqu'à 0,1%. Jusqu'à 99,9% des Français, il y a de la progressivité. En gros, oui, c'est ça. Il y a une personne sur 1000, en fait, qui serait plus concernée par la dégressivité, alors que les autres sont sur la progressivité. Et Bercy dit, en fait, on ne peut pas taxer des revenus non distribués. On peut taxer les plus-values mobilières, par exemple, mais on ne taxe pas. Mais par contre, ce qui est quand même intéressant, ça veut dire que quand on baisse la fiscalité du capital, ou la fiscalité des entreprises, même si c'est pour des bonnes raisons, c'est-à-dire d'attractivité ou de compétitivité, ou d'investissement même, en fait, ça a quand même un effet sur l'équité fiscale. Alors, effectivement, c'est ramené à chaque fois au ménage, et on intègre assez peu les comportements d'entreprise là-dedans, mais il y a quand même cet effet-là. Baisse d'impôt qui, en passant, baisse des taux d'imposition, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou d'autres, la flat tax, qui a fait rentrer plus d'impôts et de recettes fiscales que ce qui était attendu. Oui, il y a cet effet-là aussi, parce que quand vous baissez les impôts, notamment sur le capital, vous avez une incitation à distribuer plus. Exactement.
Parce que vous n'êtes pas taxé à l'équivalent du barème de l'impôt sur le revenu, et donc votre taux marginal diminue, donc vous versez beaucoup plus de dividendes. Donc, ça montre qu'il y a quand même des comportements d'optimisation dans ce cas-là. Ouais. C'est-à-dire que vous faites des choix d'arbitrage entre distribuer des dividendes ou... Ouais. Mais le coût pour la collectivité est moindre puisque ça coûte moins cher aux finances publiques. Voilà, mais sauf qu'avec la limite, c'est-à-dire que vous pouvez les baisser au bout d'un moment. Oui. Si vous les taxez moins que les revenus du travail, vous avez un petit souci de bouclage quand même. Voilà donc pour cette étude de l'IPP, Institut des politiques publiques. C'est intéressant comme étude. Hein. C'est d'abord intéressant, c'est difficile d'en tirer des recommandations de politique publique ou d'économie, hein, parce que c'est pas aussi simple. Ouais, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la simplicité du schéma, effectivement, et de la dégressivité. Pardon, c'était compliqué, de la dégressivité au-delà d'un certain seuil, et dire qu'il faut taxer beaucoup plus les plus riches, même s'il y a quand même un problème d'équité fiscale. Mais le travail sourcé de réconciliation d'ensemble de ces données est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, sur lesquels on peut discuter. Ça ne veut pas dire... en tout cas, on a cet outil statistique, on a cette analyse-là, qui est quand même une analyse extrêmement intéressante. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Merci David.